Souleymane Niang. D'abord, les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. 7 décès ont été enregistrés hier, mercredi. Tous les autres indicateurs sont au rouge ce jeudi, à l'exception du nombre de guéris. Binta Diallo nous présente le tableau du jour. Le nombre de cas positifs s'accélère, montre que la tendance haussière devient sérieuse. 189 cas communautaires démontrent à suffisance que le virus s'est définitivement installé. 13 régions sur les 14 que compte le Sénégal sont infectées. Touba en pole position avec 25 cas communautaires. Arrive Kaolack avec 15 cas communautaires. Saint-Louis dans la tendance haussière avec 14 cas. Dakar Plateau enregistre 8 cas communautaires. En matière d'épidémie, le taux de positivité est à prendre très au sérieux également. Pour la première fois, le Sénégal a atteint le taux record de 16,06%. Ce qui veut dire que le virus circule dangereusement dans le pays sans possibilité de le bloquer à tel ou tel endroit. Ce qui amène à dire que ce virus est encore plus agressif par rapport à ses multiples formes de mutation. 7 décès contrairement aux 9 d'hier, 38 cas graves, le même nombre qu'hier. Situation également alarmante. De façon globale, le Sénégal s'approche des 500 morts et près de 3000 patients sous traitement. Déjà, les supputations vont bon train. Certains dans le système sanitaire estiment que cette tendance parcellaire à vouloir stopper la progression du virus n'est pas la bonne et qu'il faut certainement aller au-delà pour mieux faire face et mieux faire respecter les mesures barrières. Justement, devant la violence de la deuxième vague du Covid-19 et le succès mitigé des mesures de promotion des gestes barrières, tous les espoirs reposent désormais sur la vaccination. Or, s'agissant de l'introduction du vaccin contre le Covid-19, les Sénégalais sont confus. Selon certains citoyens, la communication autour du vaccin est juste calamiteuse. Pour d'autres, ils se feront vacciner sans hésiter pour une protection maximale ou les dernières statistiques de la pandémie. C'est un reportage de Salimata Aouar. Beaucoup d'interrogations autour du vaccin contre la pandémie du coronavirus. Dans la cour de sa maison, Moustapha Mbaye fait les 100 pas. Sur ce sujet, il n'hésite pas. Il est d'accord, vu son âge. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui peut faire reculer la maladie, sinon les gestes barrières. Donc je pense que si les scientifiques trouvent que la seule solution c'est les vaccins, bon, même si on dit que c'est pas sûr à 100%, mais dans cette vie-là, rien n'est sûr à 100%. Donc on vit avec. Je pense que la meilleure des choses c'est que les scientifiques doivent se réunir et avoir un même langage, éviter les polémiques inutiles là, parce que nous, si c'est trop scientifique, nous les profanes là, ça nous perturbe et ça crée des doutes dans les Masque noir sur le menton, Vieux-Diakité est catégorique. Pas de vaccin chez lui. Je ne suis pas prêt. Pourquoi? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée sur ce vaccin-là. Donc prendre quelque chose qu'on ne sait pas, c'est risqué quoi. C'est risquer sa vie. On ne sait pas si c'est de quel vaccin. Les gens disent que c'est bon, même en Europe. Ils ne sont pas unanimes pour ce vaccin-là, donc il ne faut pas le prendre. Je crois que c'est un peu politisé ce truc-là. La communication sur le vaccin doit être revue. L'avis de M. Mbaye. Les spéculations sont passées par là. Des fois, tu entends certains scientifiques dire cela, d'autres disent cela, et des médecins en plus. Donc, il y a que les profanes peuvent douter de tout cela. Voilà, parce que nous, avec les réseaux là, les rumeurs vont vite. Les premières doses de vaccins devraient être disponibles en mars 2021 au Sénégal, selon les autorités. Une information qui suscite des débats. Les Sénégalais veulent de plus en plus d'informations. Je rappelle en effet que la stratégie nationale de vaccination du Sénégal a été présentée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale hier en Conseil des ministres. Elle prévoit notamment son articulation au programme élargi de vaccination, son déroulement en plusieurs phases dont la première débutera avant fin mars 2021 et touchera les personnes les plus exposées à la maladie et les personnes vulnérables. Il s'agit particulièrement des personnels de santé des plus de 60 ans et des personnes ayant des maladies chronique. Vaccin contre le Covid-19, certaines populations sont encore réticentes, vous l'avez entendu dans le reportage de Salimata Aou. Il faut donc une stratégie communautaire autour du vaccin pour une adhésion de masse. Le psychologue Larbib Ndiaye donne des pistes de solutions. Le COSAS, Coalition pour la santé et l'action sociale, de son côté, estime qu'il faut rétablir la confiance entre les autorités et la population. Barthélémy Gama.
Le psychologue Serigne Larbib Ndiaye situe d'abord le problème. Il y a des facteurs de blocage au point de vue psychologique, il y a une histoire avec les vaccins, il y a aussi une question de communication en direction de ces communautés. Et ensuite, il donne des pistes de solutions. Ce qu'il faudra faire d'abord, c'est d'identifier quels sont les messages qui agissent sur les populations et qui sont des drivers de la misinformation. Pourquoi les gens ne croient pas au vaccin? Qu'est-ce qui bloque cela? Ça, c'est le premier facteur qu'il faudra étudier. Deuxièmement, il faut voir, est-ce que les gens qui sont en charge de véhiculer les messages en direction des populations sont des gens qui sont capables, sont des gens dont les populations ont confiance pour véhiculer ces messages. Et un troisième niveau, c'est le contenu des messages. Quel type de message il faut en direction de ces populations pour qu'ils puissent comprendre que le vaccin est quelque chose de normal. Autant de questions, d'étapes à franchir donc pour une communication de masse. Mohamed Ly, membre du bureau de la Coalition pour la santé et l'action sociale, estime qu'il faudra d'abord rétablir la confiance entre les autorités et la population. D'abord, il faut que les statistiques qui sont délivrées puissent être crédibles, à savoir que les gens fassent confiance aux statistiques qui sont données et que les dirigeants aient des comportements qui nous montrent que la maladie est vraiment grave et sérieuse. Pour faire le plaidoyer auprès des personnes ressources. Bon, souvent aussi on fait des comités locaux de développement, les CRD, CDD, bon, rencontre avec les OCB, bon, on fait des causeries, des visites à domicile. Donc il y a beaucoup de techniques, des émissions dans les radios communautaires. Tout cela pour dire que les autorités doivent donc passer par plusieurs étapes pour réussir une communication de masse afin de convaincre la population encore réticente sur cette question liée au vaccin contre la Covid. Évoquons maintenant le protocole sanitaire dont le respect laisse à désirer dans les écoles à Kaolack. Les responsables des établissements butent notamment sur le respect de la distanciation physique et sur le comportement des élèves têtus qui sont souvent réfractaires au port du masque. Reportage dans certaines écoles de Kaolack, Ibrahima Djamé. C'est la récréation au CMJ Momargueil, une masse d'élèves compacte à l'entrée de l'établissement. Dans cette école, toutes les dispositions relatives au protocole sanitaire sont prises selon le principal, mais le respect strict des mesures barrières bute sur la distanciation physique et le port correct du masque, parfois négligé. Moustapha Diop, principal du CMJ Momargueil. Vraiment, nous avons pris alors toutes les dispositions, mais le seul problème, c'est la distanciation. Et encore, il y a une autre chose. C'est que les élèves sont tellement têtus, vous leur demandez alors de porter alors les masques, ils peuvent porter devant vous, mais une fois qu'ils sont dans les classes ou bien alors qu'ils sont dans la cour, alors ils ne portent pas. C'est pourquoi alors j'ai demandé à mes professeurs, une fois en classe, d'imposer à ces élèves alors le port de masque. Dans les couloirs, un groupe de filles sans masque croisées sur les escaliers tente de se dédouaner. Au lycée Ahmed Khan, la situation est presque similaire. Au portail de l'école, sur 10 élèves, seuls les 2 ont porté correctement le masque. Beaucoup d'efforts donc à faire du côté des responsables de l'établissement pour faire respecter le protocole sanitaire. Mohamedou Lamine Keita, professeur du lycée. Les difficultés que nous avons se situent au niveau de la cour et des classes. Nous faisons tout pour que les élèves à l'entrée de l'école respectent ces mesures-là. Et on a remarqué très souvent, une fois dans la cour, les élèves ont tendance à se débarrasser du masque. Il faut que les surveillants les rappellent à l'ordre. Que ce soit au lycée Ahmed Khan ou au CM Jim Momargueil, les responsables de ces établissements disent être bien conscients de la propagation de la maladie dans la région qui a enregistré plus de 500 cas positifs, mais jusque-là, aucun élève n'est contaminé. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Et pour être complet sur ce vaste sujet, parlons du couvre-feu et de ses effets socio-économiques. Les femmes qui s'activent dans le petit commerce au niveau du rond-point Liberté 6 ressentent durement les effets des restrictions et elles enregistrent un énorme manque à gagner parce que ne pouvons plus travailler au-delà de 21h. Reportage chez Sekou Diallo. Elles sont nombreuses à s'activer dans le petit commerce au niveau du rond-point Liberté 6. Elles s'en sortent bien. Avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, leurs recettes sont revues à la baisse. Le couvre-feu aussi a beaucoup impacté sur leurs heures de travail. Ça marche petit à petit, mais ce n'est plus comme avant, parce qu'il y a la Covid-19.
La nuit est la période où nous voyons beaucoup plus de clients. Mais avec le couvre-feu, ils ne viennent plus. Même si du côté des clients, on ne respecte pas les mesures édictées par les autorités sanitaires, ces vendeuses prennent toutes leurs précautions pour stopper la propagation de la Covid-19. Certains portent leurs masques et d'autres non. Nous portons nos masques et utilisons le gel hydroalcoolique. Ces femmes demandent à l'État de trouver une autre solution à la place du couvre-feu. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Souleymane Niang. Dans l'actualité judiciaire, l'affaire Hassan Diouf jugée aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Dakar. Celui qui est surnommé l'insulteur public numéro 1 est en prison depuis juin dernier. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État et injure publique, entre autres chefs d'inculpation. Dans l'affaire de la mort de Iba Thiam, les avocats de Dame Amar et compagnie se réjouissent de la liberté provisoire accordée à leurs clients hier soir à l'issue de leur procès. Toutefois, ils souhaitent une relaxe pure et simple des prévenus. Maître Ousmane Diagne, un de leurs avocats, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. L'avocat est toujours heureux lorsque son client recouvre la liberté, surtout lorsqu'il pensait que sa détention a été un peu trop longue à partir des faits pour lesquels ils étaient poursuivis. Mais nous restons quand même sereins, nous restons vigilants parce que c'est une liberté provisoire et le jugement définitif sera rendu le 27, Inch'Allah. Nous verrons ce que cela va donner, mais nous sommes très confiants pour la suite. Au pire des cas, mais nous espérons une relaxe évidemment. Mais au pire des cas, ils auront si le procureur est suivi dans son victoire, ils auront déjà purgé la peine. Évidemment, nous sommes très soulagés, nous sommes surtout très, très heureux pour eux qui retrouvent leur famille après 8 mois de détention. Nous sommes vraiment heureux pour nos clients. 12h13. La polémique continue à Dakar Demdik. Un des syndicats de l'entreprise, le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik, exige le paiement des salaires d'agents présentés comme fictifs. Il annonce des actions à partir de lundi si le problème n'est pas réglé. Ces syndicalistes contredisent leur directeur général sur l'affaire des supposés emplois fictifs. Écoutons Masek Ndiaye, secrétaire général du SNT 3D, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le directeur général avait fait une déclaration par rapport, bien sûr, à une présomption de travailleurs fictifs au Dakar Demdik. Ensuite, il a dit que si ces gens se présentent, les gens qui ne sont pas encore présents, au milieu de se présentent, ils vont être payés. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore entrés dans le fond. C'est une situation extrêmement difficile pour ces travailleurs-là. Ils se sont présentés physiquement au niveau de la direction générale depuis vendredi et lundi, mais jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont pas encore perçu leur salaire. Je suis entré en contact avec la direction générale, mais ils me parlent qu'ils sont dans les derniers réglages pour faire les virements. En tout cas, ce qui nous concerne, on dénonce avec la dernière énergie ce qui c'est en train d'être fait. En tout cas, on attend. D'ici demain, si les salaires ne sont pas payés, dès lundi, on va passer à la vitesse supérieure. Vous savez, nous sommes un syndicat légalement constitué. On a des moyens de pression. On sait ce que la loi nous permet de faire et ce que la loi nous permet de faire. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas divulguer aujourd'hui ce que nous allons faire. En tout cas, on va passer à la vitesse supérieure. Lors de sa conférence de presse, le nouveau directeur général a parlé de 200 emplois fictifs à Dakar Demdik. Mais à vous entendre parler, vous semblez soutenir le contraire. Est-ce que vous avez les preuves de vos allégations? Ça concerne la direction générale. De toutes les façons, la lumière sera faite de toutes les façons sur ça. En tout cas, en ce qui me concerne, beaucoup de personnes qu'on disait qu'ils étaient fictifs ne sont pas fictifs. Beaucoup d'employés qu'on disait qu'ils étaient fictifs ne sont pas fictifs parce qu'ils se sont présentés au niveau de la direction générale. Mais c'est moi qui les ai accompagnés tous depuis vendredi et lundi dernier. Mais jusqu'à où je vous parle, ils ne sont pas encore dans leur fond. En tout cas, en ce qui concerne la déclaration de Moussa Sara, pour l'instant, on ne peut rien dire sur ça. Allons à Saint-Louis où l'arrêté ministériel mettant fin à la validité des anciens permis de conduire donne lieu à des bousculades au service des mines chargés de renouveler les documents périmés. Une situation qui préoccupe le regroupement régional des chauffeurs de taxis urbains de Saint-Louis. Son président demande au ministre en charge des transports terrestres un nouveau délai de grâce. Mohamed Nabissila. Le service régional des transports est pris d'assaut par des chauffeurs qui veulent renouveler leur permis. Une situation qui a créé une bousculade, raison pour laquelle Dame Diagne, président régional de l'amicale des chauffeurs de taxi, d'appeler les autorités à repousser le délai pour permettre à ses collègues de se mettre en règle. Monsieur le ministre, il n'y a qu'un seul centre dans toute la région de Saint-Louis et vous avez vu, il y a beaucoup de localités. La région est très vaste. C'est pour cela que nous appelons les autorités à repousser le délai pour le renouvellement des permis.
C'est difficile pour les chauffeurs de taxi urbains que nous sommes. Son collègue et vieux chauffeur Mar Ndiaye lui emboîte le pas, estimant que le secteur du transport urbain a vécu une situation difficile. 20 000 pour renouveler les anciens permis, c'est difficile car pendant une bonne période, les chauffeurs n'ont pas beaucoup travaillé à cause de la limitation des déplacements. C'est pour cela que nous appelons les autorités à plus de compréhension. Nous en appelons à la diligence du ministre des Transports Mansour Faye. Le rythme des dépôts s'est accéléré depuis la mesure gouvernementale visant à interdire l'utilisation des anciens permis par les conducteurs d'automobiles. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Transport toujours, mais cette fois-ci du point de vue des infrastructures. L'axe Ndiaganyao-Sandiara, un véritable casse-tête pour les habitants de la zone. Les autorités de Ndiaganyao invitent le chef de l'État à respecter sa promesse de 2019 en réfectionnant cette route de 12 km. Elles annoncent avoir écrit une nouvelle correspondance au nouveau ministre des Infrastructures. Ndiaganyao compte sur Mansour Faye pour réhabiliter la route avant l'hivernage. Gana Nying, maire de Ndiaganyao, au micro de Abdourahmane Diallo. C'est un véritable calvaire que les populations vivent et la situation perdure. La route, comme vous l'avez dit, elle est plus que chaotique d'ailleurs. Il y a beaucoup de nids de poules. Et là, la situation, elle est là, très difficile. Malgré les correspondances qu'on a écrites, on est toujours en attente. Vous savez aussi que le temps passe très vite. Bientôt l'hivernage. Je pense que si l'État ne revient pas pour réhabiliter cette route-là, cette année, ce sera l'année la plus catastrophique parce que le peu de goudron qui reste avec les gros camions gros porteurs, ça ne pourrait pas tenir. Alors, le nouveau ministre des Transports, en l'occurrence M. Mansour Faye, je lui ai écrit aussi, comme j'ai écrit à l'ancien ministre Omar Youm, ce qui nous avait valu à l'époque la réaction du président de la République quand il inaugurait AIBD Mbour et lancement de l'autoroute à péage Mbour-Kaolack. Le président avait déclaré solennellement que cette route, la route Sandiara-Ndiaganyao et la route Nguyen-Tchadjaye allait être réfectionnée. Jusqu'à présent, on attend et on espère qu'avec le nouveau ministre des Transports, M. Mansour Faye, enfin notre appel sera entendu. Et puis ce cri de détresse des habitants de Keur Mamalamine dans l'arrondissement de Toubacouta. Ils se disent privés d'eau douce depuis 1 an. Le forage qui les alimentait en eau est en panne depuis 12 mois. Du coup, ils consomment une eau saumâtre. Aminatou Goudiaby. Keur Mamalamine fait partie des villages polarisés par la commune de Nioro Alassane. Un problème d'accès à une eau douce et potable secoue les habitants de ce village depuis presque 1 an. Adama Faye est habitant. Depuis 1 an, forage bangi panne. Nous souffrons depuis 1 an. On est très fatigués, vraiment. Nous avons tout tenté, mais jusque-là, rien. Nous voulons de l'eau douce. À l'origine de ce désagrément, une panne du moteur du forage qui alimente Keur Mamalamine et les villages environnants. Ibrahima Faye, un autre habitant. Le problème, c'est que le forage de Keur Mamalamine est aux arrêts depuis plus d'1 an. Le comité de gestion dit avoir acheté un groupe de 30 caviars. Malheureusement, la machine tombe en panne au bout de 3 mois de fonctionnement, bien avant l'échéance de la garantie. Jusqu'à présent, on n'a pas un nouveau moteur, on ne comprend pas ce qui s'est passé. 21 villages minimum sont privés d'eau. Et dans ce village situé dans l'arrondissement de Toubacouta, le maraîchage est l'activité principale des populations et surtout des femmes, et ce manque d'eau les pénalise. Vous savez, le forage de Keur Mamalamine est presque le seul ici qui nous donne de l'eau douce dans la commune. Et il est en panne depuis 1 an. Nous n'avons plus d'eau douce. Nous consommons une eau saumâtre. Adama Faye interpelle les autorités compétentes. Nous lançons un appel à tous les pouvoirs compétents et même les bonnes volontés. Nous voulons de l'aide. Vraiment, la situation perdure. Le maire de Nioro Alassane dit lui être sensible à la situation des habitants de Keur Mamalamine, mais souligne qu'une solution est en train d'être trouvée. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Avant de refermer cette page nationale, sachez-le, à partir du 8 février prochain, vos données personnelles ne seront plus confidentielles sur WhatsApp. Facebook va les partager avec les autres applications. C'est une obligation si vous continuez à utiliser WhatsApp. Mais une alternative, Signal, se propose de vous donner les mêmes services, mais avec la confidentialité. Beaucoup d'utilisateurs ont commencé à se ruer sur cette application. Explication Mohamed Ali Mouba.
Ce qui va changer, c'est que vos données personnelles ne sont plus vraiment confidentielles. Lorsque vous êtes inscrit sur WhatsApp, Facebook va relayer vos données à Instagram, à Messenger, qui sont d'autres donc propriétés du groupe Facebook. Alors, ce qui va être relayé, c'est votre nom, c'est votre adresse, c'est votre numéro de téléphone, c'est votre contact, c'est votre adresse IP. Ce n'est plus une option, mais une obligation. Si on n'est pas d'accord, on quitte donc l'application WhatsApp. Alors, est-ce qu'il y a une alternative à WhatsApp? Oui, il y a donc une alternative à WhatsApp. Pour ceux qui ne souhaitent pas partager leurs données, vous pouvez télécharger Signal, une fondation américaine à but non lucratif créée en 2013. Elle commence à engager d'ailleurs beaucoup d'utilisateurs qui ont commencé à télécharger l'application depuis que WhatsApp a commencé à envoyer cette notification à ses utilisateurs. Signal offre les mêmes services que WhatsApp avec en plus la confidentialité. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. L'ouest de l'Éthiopie, une nouvelle fois, le théâtre de violences meurtrières. Au moins 80 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle attaque mardi dans la région de Benishangul-Gumuz. Selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme, les victimes sont âgées de 2 à 45 ans. Plusieurs massacres ont déjà eu lieu ces derniers mois dans cette zone située à la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. Une précédente attaque survenue le 23 décembre dernier y avait fait plus de 200 morts. Elle aurait été motivée par des facteurs ethniques. Centrafrique, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les dernières violences sur Bangui. L'ONU a réagi à l'attaque rebelle d'hier aux abords de la capitale et qui a fait un mort parmi les casques bleus. Le secrétaire général et les membres du Conseil de sécurité ont critiqué ceux qui violent l'accord de paix ainsi que la violence exercée par les groupes armés pour saper le processus électoral. Ils demandent aux rebelles d'honorer leurs engagements en cessant les hostilités. Au Mali, 3 casques bleus ivoiriens ont été tués hier dans une attaque terroriste contre leur convoi près de Tombouctou. 6 autres ont été blessés. La riposte des casques bleus a poussé les assaillants à fuir. Ce jeudi, jour de vote en Ouganda, quelques 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour un double scrutin pour la présidentielle. Bobi Wine, un jeune de 38 ans, affronte le président Yoweri Museveni, 76 ans, qui brigue un 6e mandat. Une dizaine de candidats sont en lice. Aux États-Unis, Donald Trump devient le premier président à être mis en accusation pour la deuxième fois au Congrès. La Chambre des représentants s'est prononcée en faveur de cet impeachment par 232 voix contre 197. Trump, qui cédera la place le 20 janvier à Joe Biden, est accusé d'avoir encouragé l'assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole. Assaut qui avait fait 5 morts. Ce vote marque l'ouverture formelle de la destitution contre Donald Trump et il appartient désormais au Sénat de le juger. Le procès ne va pas s'ouvrir avant l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Le Covid-19 pour boucler. Le comité d'urgence de l'OMS s'est réuni aujourd'hui à l'ordre du jour les nouveaux variants du virus qui inquiètent les autorités dans le monde. Le comité d'experts de l'OMS, qui se retrouve normalement tous les 3 mois, a été convoqué avec 2 semaines d'avance. Des recommandations seront publiées à l'issue de la réunion. En attendant, le pape François et son prédécesseur Benoît XVI se sont fait vacciner. Une annonce du porte-parole du Vatican. François a reçu son premier vaccin et Benoît XVI, François l'a reçu hier et Benoît XVI aujourd'hui. La campagne de vaccination a débuté hier pour les employés du Vatican. Merci Georges Détié Diop, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, ce sera dans une dizaine de minutes et avec nos 2 invités du jour, nous évoquerons la stratégie de vaccination anti-Covid-19 présentée hier en Conseil des ministres par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. J'ai nommé nos 2 invités donc, Dr Yerim Diop, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé, et Dr Amath Niang, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal.
Chatidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman. L'actualité du sport, c'est d'abord le football avec les Lionceaux U17 qui ont fait carton plein en match de préparation des qualifications à la CAN de la catégorie. Il s'agit des cadets sénégalais qui ont dominé hier à nouveau à Casablanca leur homologue du Mali sur le score d'1-0. Le week-end dernier, les protégés de Malik Daf, amenés par l'entraîneur adjoint Malik Diop, ont battu sur le même score les Aiglons. Ibou Sané s'est illustré en scorant plutôt à chaque rencontre, une bonne manière en tout cas de préparer les échéances futures. Nous allons écouter les précisions de Malik Diop que nous avons eu ce matin. Il est l'entraîneur adjoint de l'équipe cadette du Sénégal. Un voyage très instructif avec un résultat très positif comme lors du premier match. L'avantage pour nous avec ces deux rencontres, c'était de pouvoir évoluer le travail qui a été fait depuis un peu plus de 2 mois à Guéréo sous la direction du coach Malik Daf. Donc c'était important pour nous de voir les garçons un peu à l'œuvre en Algérie, ensuite ici pour confirmer. Donc nous sommes très satisfaits de ces deux rencontres que nous ont permis les fédéraux qui nous ont donné cette possibilité de faire ces 2 matchs-là pour pouvoir évoluer quand même tout le travail qui a été fait. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Maintenant, nous allons faire tirer un bilan de tout ça. Et avec le coach principal, Malik Daf, c'est sûr. On va, une fois à Dakar, voir un peu ce qui a été atteint, ce qui ne l'a pas été, et continuer à progresser. Donc nous avons une très bonne équipe, avec de bons jeunes joueurs, mais bon, il faut rester humble, il faut rester concentré, et ensuite continuer à travailler pour pouvoir justement revenir au Maroc qui organise la CAN. En Espagne, le Real Madrid pourrait être le prochain adversaire du FC Barcelone en finale de la Supercoupe. Le Real Madrid qui joue donc ce soir à partir de 20h contre Atlético Bilbao. Il s'agit de la seconde demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Hier, le FC Barcelone s'est qualifié difficilement en finale en dominant après tir au but la Real Sociedad. 2 matchs au menu des 8e de finale de la Coupe d'Italie à 16h30. Aujourd'hui, Sassuolo qui joue contre la formation de Spal. 20h15, Atalanta de Bergame contre Cagliari. Qualifié en quart de finale, la Juventus de Turin, Napoli et l'Inter de Milan. Et puis nous enchaînons avec le championnat anglais qui en est à sa 18e journée. À 20h ce soir, une seule rencontre devant opposer Arsenal, 11e au classement, à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté qui se situe actuellement dans le ventre mou du classement de la Premier League anglaise. Suleiman. Merci, Chatidiane Diagne. RFM, presse du jour. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. Revue de presse signée par Georges Détié-Diop. La vaccination contre le Covid-19, ça démarre bientôt, très bientôt même. Avant fin mars, précise le quotidien LAS. Le journal se fonde sur une note de presse du ministère de la Santé, celle-ci relative à la stratégie nationale de vaccination. Le journal Le Quotidien y a aussi jeté un coup d'œil. LAS et Le Quotidien rapportent que le plan est décliné en 2 phases et vise dans une première étape à assurer la vaccination d'au moins 90% des cibles prioritaires avant fin mars 2021. La seconde va toucher 90% de la population avant fin mars 2022. Le document est parvenu au chef de l'État. Selon Source A, Abdoulaye Diouf Sarr a remis à Macky Sall une liste de 5 candidats à la fourniture du vaccin. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik et Sinopharm. Mon confrère souligne cependant que s'il y a un autre candidat qui donne des résultats satisfaisants, il peut être inclus dans la liste. Le Sénégal n'a pas pour le moment choisi son vaccin. En tous les cas, Sud Quotidien constate une guerre des vaccins. Chaque laboratoire revendique son taux d'efficacité, un casse-tête que l'on retrouve jusque dans la
conservation du vaccin. Chaque firme y va avec sa propre température, donnant du tournis aux pays sous-développés où les populations ne savent plus à quel vaccin se fier. Mais Sud souligne que derrière cet état de fait, il y a aussi des enjeux géopolitiques et une bataille de chiffres. L'affaire de la disparition de Diary Sow à présent. Il y a signe de vie. Une source diplomatique confie à l'Observateur qu'il y a des signes qui montrent que Diary Sow est en vie. Mais la même source souligne que tant qu'ils n'ont pas mis la main sur elle, ils ne peuvent pas déclarer qu'elle a été retrouvée. L'interlocuteur de l'Observateur ajoute qu'il faut éviter de compromettre les efforts de la police à ce stade de l'enquête. Hier, une information a fait état de la réapparition de Diary Sow, mais elle a été démentie par le consulat du Sénégal à Paris. Autre affaire, à la une de l'Observateur, l'affaire Iba Thiam, morte lors d'une fête en avril passé. Elle a été jugée hier par le tribunal correctionnel de Dakar. L'Observateur fait savoir que les prévenus Dame Amar et compagnie, qui risquent 8 mois ferme, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Ils seront fixés sur leur sort le 27 janvier prochain. Vox Populi et les Échos s'arrêtent sur la plaidoirie de la partie civile. Selon ces journaux, la famille de Iba Thiam réclame 1 milliard de francs CFA à titre de préjudice. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Serigne Abdoulaziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil. Ce ne serait pas une mort naturelle selon l'Observateur. Le défunt aurait été tué par son fils âgé de 28 ans. Il a été arrêté par la police. À la une de Libération, la saisie record de drogue à Ngaparou dans le département de Mbour. 675 kg de cocaïne. Le journal nous apprend que depuis le 28 décembre 2020, date de la saisie, les gendarmes mènent en toute discrétion une vraie chasse à l'homme. Libération informe que les trafiquants sont identifiés même s'ils ont réussi à prendre la fuite. Ils sont tous des expatriés. Autre chose, la production arachidière. Le ministre de l'Agriculture a évoqué récemment une production record cette année d'1,8 tonnes de graines d'arachide. Des chiffres qui sont contestés selon le Témoin. Selon les acteurs de la filière, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Ils parlent d'intox. À preuve, si tel était le cas, la Sonacos n'éprouverait pas autant de difficultés à atteindre ses prévisions de collecte de graines. Ce, quelle que soit la quantité achetée par les Chinois. En politique, les Échos apprennent que Bok Gis désavoue le député Abdou Mbacké Doli dans l'affaire de la saisine du Conseil constitutionnel. Non seulement les 4 autres députés du parti ont refusé de signer la saisine, mais Pape Diop, le patron de Bok Gis pense que dans cette histoire, les règles ont été faussées depuis le départ parce que dans un groupe parlementaire, il y a une certaine discipline à respecter. Pape Diop confie dans les Échos qu'Abdou Mbacké Doli ne peut pas avoir 16 signatures. Il est en train de faire des spéculations pour rester au devant de la scène. À lire dans Le Soleil, un reportage à Bangui, en Centrafrique, au cœur du conflit centrafricain. Bangui, l'enfer. Les sports pour terminer, Naples ne compte pas lâcher facilement Kalidou Koulibaly. Dans Record, le président du club est formel. Qui n'offre pas plus de 73 milliards de francs CFA pour Koulibaly? Pour l'oublier. À vos kiosques et bonne lecture.